Le 13 février 2021. Pour la plupart, un samedi banal, un écran de plus défilant sous le pouce, les yeux fatigués d'avoir trop vu. Pour moi, ce jour-là bascula comme lorsqu'un câble tendu lâche d'un coup, sans prévenir. Tout commence par une capture de Google Earth, postée sur X, l'ancien Twitter, par un compte quelconque. Une carte de l'Antarctique, sans relief, sans nuance, une page blanche où le monde finit par s'effacer. Et au centre de cette page, un point noir. Minuscule, noyé dans le vide, on rit d'abord. On rit toujours d'abord, sur Internet. C'est l'instinct le plus sûr pour tenir la peur à distance. J'ai vu défiler des glitches et des artefacts. Des pixels morts que l'algorithme avale, comme il crache tout. Mais cette fois, les rires se cassèrent contre quelque chose de plus dur. On zooma. La forme changea, ou plutôt, l'œil lui imposa une signification nouvelle. Elle semblait allongée, irrégulière, avec des prolongements. Des pattes, des membres. Le contour évoquait une araignée géante effondrée sur la neige, figée au milieu d'un désert sans horizon. Des voix sceptiques lâchèrent leur verdict. Bug de satellite. Compression d'image, angle du soleil, illusion d'optique. Les explications avaient la froideur rassurante des bullet points. Pourtant, dans les commentaires, quelques interventions plus fines, plus inquiètes, firent naître une fissure. Les ombres ne correspondent pas. La texture de la neige n'est pas cohérente autour de la forme. Il y a comme des traînées, comme si quelque chose avait glissé. Le fil se tendit, un silence étrange s'installa entre deux vagues d'ironie. Et c'est là qu'un utilisateur entra dans la discussion. Son pseudonyme apparaissait pour la première fois. Sonofinon. Son message tenait en 3 lignes, une gifle posée à plat. Vous voulez des réponses? Moi j'en ai. Mon père a vécu là-bas. Il a vu des choses que vous ne pourriez même pas imaginer. On ne rit plus. Les avatars s'arrêtèrent, les likes cessèrent. La forme noire sur la carte, immobile, nous regardait en retour. Dans le fil, je sentis la température chuter. Pour la première fois depuis longtemps, mon propre écran ne me renvoyait plus mon visage, mais un vide si large que je crus entendre du vent au fond de mes oreilles. Sonofinon prit la parole lentement, comme on déplie un tissu trop lourd de secrets. Il ne jouait pas l'effet facile, ne promettait pas de révélation au prochain tweet. Il posa d'abord un cadre. Son père avait travaillé comme médecin à la station McMurdo dans les années 1990. 11 mois d'isolement, un hiver complet et un été austral. Il avait des journaux, des notes, un disque dur très ancien. Il ne dirait pas tout. D'un coup, seulement ce que son père avait accepté d'écrire et ce qu'il avait compris tard. Les messages montèrent comme des marches. Peu d'emphase, aucune exagération visible. Au milieu du flux, je ressentis l'odeur du gasoil froid, le craquement d'un plancher trop sec, le goût métallique de l'air glacé. Une phrase revint plusieurs fois, presque mot pour mot. Ce n'est pas la science qu'on protège là-bas, c'est nous. Je ne savais pas encore ce que cela voulait dire. Je savais seulement que le point noir, sur l'image, avait cessé d'être un pixel. Il était devenu un œil. Et l'œil, désormais, nous regardait tous. Les messages de Sonofinon alternaient entre sa voix et celle de son père, recopiés à partir d'anciens carnets, tachés d'un café séché et d'une écriture anguleuse. Il commençait presque toujours par une description banale, comme pour tromper la vigilance du lecteur avant de l'emmener plus loin. Extrait du journal de mon père, novembre 1993. McMurdo n'est pas une base. C'est une ville posée sur la glace, comme si on avait déposé un bout d'usine au bout du monde. Les générateurs vibrent jour et nuit, l'air est si sec que le nez saigne pour rien. Les lèvres se fendent en une seule matinée. Tout sent le plastique chauffé et le gasoil. On s'habitue au bruit des machines comme on s'habitue à son propre cœur, non parce que c'est agréable, mais parce qu'on n'a pas le choix. Il parlait des repas au réfectoire, du café trop clair, des blagues qui tournent toujours en rond quand on est 200 à se croiser chaque jour sans pouvoir s'éviter. Il parlait du blanc qui finit par agresser plus que le noir, le blanc qui écrase tout, qui efface les contours, qui rend chaque pas identique au précédent. Le soir, quand le vent tombait, la station semblait flotter. On entendait les mots glisser contre les murs, avalés par les couloirs trop longs. Et puis, il y avait les cartes. Dans un tiroir de l'infirmerie, on gardait des plans vieillis et des itinéraires officiels. Sur certains, des zones étaient littéralement effacées. Pas de légende, pas de code, juste un rectangle blanc posé sur la blancheur du papier, une manière de signaler « rien à voir ». Qui criait au contraire « regardez ici ». Dans les réunions de routine, des étiquettes rouges étaient posées sur des secteurs précis. Jamais un commentaire, jamais un mot. Lorsque l'équipe partait en mission, on contournait ces secteurs au prix d'heures de marche supplémentaires, sans explication. Un jour, mon père posa la question à un chercheur chevronné,
Un homme qui connaissait la neige comme d'autres connaissent leur ligne de la main. Pourquoi ce détour? Ce n'est pas optimal. Et la météo? Le chercheur baissa les yeux, longuement, comme s'il les retirait du monde. Sa voix, quand elle sortit, n'était plus que de l'air. Ne posez plus jamais cette question. Les jours suivants, mon père se fit plus attentif. Il remarqua sur le plateau, à quelques kilomètres de la station, des structures métalliques émerger de la neige. De gros tubes inclinés, reliés par des câbles, terminés par des trappes. On les appelait abris d'urgence. Ils étaient pourtant toujours verrouillés. Il y colla sa joue un instant pour deviner la température du métal, trop froide pour avoir abrité un humain récemment. Les parois, trop fines, vibraient au moindre souffle. Rien, dans leur conception, ne semblait penser pour sauver qui que ce soit par 40 degrés. Un soir de décembre, assis dans un camion au pare-brise raturé de fissures, il aperçut à l'horizon un bâtiment qui n'apparaissait sur aucune des cartes. Un parallélépipède gris, au toit blanc parfait, sans antenne visible, posé sur une colline nue. Il demanda au conducteur ce que c'était. L'autre haussa les épaules, la mâchoire serrée. « Ce n'est pas notre affaire. » Des mots revenaient partout. « Pas notre affaire. » Ne se posez pas la question. On pouvait être intelligent, compétent, précieux pour la mission, à condition de rester aveugle là où il fallait. La nuit, quand le vent se taisait, et uniquement ces nuits-là, mon père entendait un rythme sourd. Au début, il crut à une hallucination. Puis il compta, un pas, puis un autre, espacé de longues secondes, lent, comme si quelque chose d'énorme traversait à tâtons un monde trop vaste pour lui. Il recopia dans son carnet l'intervalle entre les sons, calcula de tête la longueur probable de la foulée. Il eut honte de lui-même, honte de penser à cela comme à un problème de physique. Et pourtant, il savait que la raison était sa seule corde tendue au-dessus du vide. Les jours continuèrent à s'empiler, identiques en surface, dissemblables à l'intérieur. L'idée que la station n'était pas seule prit racine en lui, sans preuve encore, seulement des lectures d'ombre. Il commença à rêver qu'il se levait, la nuit, pour suivre le bruit. Dans ses rêves, la porte s'ouvrait sans bruit. Le blanc dehors n'était pas vide. Il contenait un autre blanc, plus ancien, plus lourd, ourlé de mouvements lents. Il se réveillait la bouche sèche, la gorge brûlée, avec dans le thorax une angoisse à angle droit. Cliffhanger. Un matin pourtant, le rêve se mit à coïncider au millimètre avec le réel. C'était un jour clair, un jour où le ciel glisse sur la neige comme une lame bleue. Une inspection de routine, une vérification de balises, des gestes 1000 fois prévus. Le convoi s'était arrêté près d'une zone de congère, ces vagues de poudreuse qui se forment et s'effondrent en imitant les dunes d'un désert. Mon père marcha une dizaine de mètres hors du tracé. Il voulait simplement uriner à l'abri du regard des autres. Détail prosaïque dans un paysage trop grand. C'est là qu'il la vit. L'empreinte, elle ne ressemblait à rien de ce qu'il connaissait. Pas une patte, pas un sabot, pas une chaussure. Plutôt une pression gigantesque ayant compacté la neige jusqu'à durcir la glace sous-jacente. Les bords n'étaient pas nets, mais on devinait 5 zones d'appui, comme 5 piliers irréguliers, profondément enfoncés. Il en suivit la répétition quelques mètres plus loin, puis encore, et constata une foulée qu'il estima à 10, peut-être 12 mètres. Il sortit son polaroid, un vieux réflexe, presque une superstition, et prit 3 clichés en tremblant. Il plaça pour l'échelle sa main gantée au bord de la trace. Sur la photo, sa main avait l'air d'un jouet, ridicule contre l'empreinte. Il ne dit rien aux autres. Pas tout de suite. Pendant le trajet du retour, il se figea derrière son masque et ses lunettes, la bouche dans un désert de buée. Il garda la photo contre sa poitrine, comme on garde un secret en le chauffant de sa propre chaleur, pour qu'il ne meure pas. Le soir même, on amena un blessé à l'infirmerie. Un technicien de terrain, visage bleui, respiration sifflante, jambes ouvertes par une entaille si nette qu'on aurait dit le travail d'un instrument. Il se mit au travail, main propre, geste sûr, le cerveau coupé en deux. Une moitié pour l'action, l'autre pour l'idée qui désormais ne lâchait plus. Sous anesthésie, le blessé commença à parler. Les mots sortirent tout seuls, comme expulsés. On les a libérés, gelés. On pensait qu'ils étaient morts. Les 2 gardes postés dans le couloir eurent la même réaction, un sursaut, puis une rigidité de pierre. L'un d'eux entra, arracha le masque, plaqua un chiffon sur la bouche du technicien. Mon père protesta, d'abord au nom de la médecine, ensuite au nom du bon sens. Le garde recula d'un pas, puis avança de 2. Le canon du M16 appuya en plein sternum, au centre d'un bruit qui n'était plus seulement du métal. « Retournez dans vos quartiers !» Le visage du soldat, derrière sa visière, était un miroir noir. Mon père comprit qu'il pouvait se battre ici et mourir pour rien.
ou obéir et attendre le moment de respirer. Il se tut, s'éloigna, sentit la honte lui monter à la bouche comme une bile acide. Dehors, l'air brûlait la gorge. Dans sa poche intérieure, les polaroids froissés pesaient comme du plomb. Il ne dormit pas la nuit suivante. Le matin, il reprit la photo, la déposa sur la table de l'infirmerie et resta longtemps à la regarder sans vraiment la voir. La trace existait. Elle était passée de la neige au papier, du monde au symbole. Il lui donna un nom, sans réfléchir, presque pour que le nom serve de digue, les Striders. Il pensa à des tours qui marchent, à des villes qui se mettent en mouvement, à des êtres trop grands pour que l'œil humain les tienne ensemble. Il eut la sensation absurde qu'il l'avait senti, lui, à distance, comme un point chaud dans le froid. C'est ce jour-là que les bruits nocturnes cessèrent d'être seulement des bruits. À présent, chaque pas dans le silence avait une source, une forme, une foulée. Il se surprit à compter de nouveau, à imaginer la trajectoire, la masse, le nombre. Il tenta de parler à un collègue, un mécanicien du Kansas, solide, drôle, sans histoire. L'homme l'écouta en serrant une tasse entre ses mains trop rouges. Il leva les yeux, enfin. « Si tu veux vivre ici, n'additionne pas les choses. Laisse-les dans des boîtes différentes. Ne cherche pas la somme. » Mais il était trop tard. Dans la tête de mon père, les boîtes avaient fondu ensemble, comme la neige sous une chaleur sourde qu'on ne voit pas. La somme revint à lui sous la forme d'une main blanche posée dans un tissu. Il décida de se taire en façade et d'ouvrir les yeux en dessous. Dans la petite bibliothèque de la station, 3 étagères, des romans abandonnés et des manuels trop techniques, il trouva une clé oubliée sur le bord d'un classeur. Elle n'ouvrait rien d'intéressant, sinon un placard où quelqu'un avait rangé ce qui n'avait pas de place. Des cartes non référencées, des photos floues d'objets sans nom, des demandes logistiques incompréhensibles. Parmi ces papiers, il trouva un carnet à couverture souple annoté au crayon. Le carnet appartenait à une chercheuse partie depuis peu. Elle dessinait. Beaucoup. Des silhouettes allongées, des schémas d'articulation, des cages vues en coupe, des annotations qui mêlaient le vocabulaire de la biologie et celui de l'ingénierie. Les traits étaient sûrs, précis, rien du gribouillage paranoïaque. Certains croquis portaient une indication de dimension, hauteur approximative, largeur des appuis, épaisseur des parois. Une page faisait frémir, réactivité au son, tressaillement, immobile si bruit constant. Une autre notait chaleur, comme si la glace avait une respiration. Dans un autre dossier, il tomba sur des bons de commande. Munitions pour l'hiver, beaucoup, trop, à McMurdo, où l'on chasse surtout l'ennui, pas l'animal. Les quantités n'avaient pas de sens. Les destinataires non plus. Des codes, des initiales, des liens avec d'autres stations qui, officiellement, n'avaient pas ce type de besoin. Mon père rassembla quelques copies. Le bruit de la photocopieuse dans la nuit lui parut aussi coupable qu'un cri. On le découvrit 2 jours plus tard. Un officier le convoqua, lui signifiant une sanction administrative. Accès restreint, rappel à l'ordre, menace de rapatriement accéléré. Le ton était froid, administratif, comme si l'on cherchait à aplatir la réalité jusqu'à ce qu'elle ne dépasse plus. Il acquiesça, les yeux bas. Il décida d'attendre, de ne plus toucher à rien. C'est souvent ainsi qu'on survit dans les endroits où la vérité a été enterrée. On fait semblant d'accepter la neige au-dessus. Puis, une nuit où l'air piquait comme une poudre très fine, la porte de son dortoir s'ouvrit sans qu'il ait entendu frapper. Un homme entra, visage barbouillé de givre, yeux fous. Il tenait quelque chose d'enveloppé dans un tissu. Il le posa sur la poitrine du médecin. « Maintenant, vous savez, dit-il. Voulez-vous entendre la vérité ? Asseyez-vous. » C'était Jones, spécialiste de la guerre arctique, un nom déjà croisé dans des registres, sans visage jusque-là. Mon père se redressa, défit le tissu. Ce qui apparut était petit, et c'était précisément ce qui le rendait inacceptable. Une patte, blanche, fine, ni humaine ni animale. Un fragment, peut-être arraché, peut-être muet. Elle semblait faite de la même matière que la neige, mais avec une densité différente, comme entraînée de l'intérieur par une intention. « Où avez-vous trouvé ça ?» demanda mon père. « Et au mauvais endroit », répondit Jones. Puis il s'assit, lui fit signe de faire de même et commença à parler. Le récit tomba par lourdes plaques, sans pathos, avec l'âpreté d'un homme qui a trop longtemps retenu sa respiration. Par moments, Jones s'arrêtait, non pour choisir ses mots, mais pour retenir un tremblement dans sa mâchoire. Il n'avait pas besoin d'être cru. Il avait seulement besoin de déposer ce qu'il avait dans la bouche avant de se noyer en le gardant. Ce que Jones allait raconter, mon père ne l'écrivit jamais intégralement. Il en nota des morceaux, des angles morts, des noms de salles.
Ce soir-là pourtant, il sut que la géographie de McMurdo ne coïncidait pas avec la carte. Il y avait des sous-sols sous les sous-sols, des portes derrière les portes. Et l'Antarctique n'était pas un désert vide, mais un couvercle posé sur une chose qui n'avait pas cessé de bouger. La vérité de Jones s'ouvrit comme un escalier qui descendait plus bas que les plans. Ils avaient reçu l'ordre, dit Jones, de se rendre dans le bâtiment gris au toit blanc. L'ordre venait d'en haut, et personne ne savait exactement d'où. Ils y allèrent à 6, chargés légers, parce qu'on leur avait dit qu'il s'agissait d'une inspection technique. La lumière ce jour-là était livide. Le vent avait balayé la neige autour des fondations, laissant apparaître des structures rigides, des ancrages complexes. Ce n'était pas un abri d'urgence. C'était une porte. À l'intérieur, l'odeur le cueillit immédiatement. Un mélange de sang ancien, de métal chauffé, d'ozone. Le genre d'odeur qui suppose qu'on a fait ici quelque chose de contraire à ce qu'on était censé faire. Les couloirs portaient des marques de griffures qui n'étaient pas exactement des griffures, plutôt des freins, des arrachements. Jones parla d'un silence électrique, celui qui précède le bruit ou le suit de près. Dans la première salle, ils trouvèrent des corps, des hommes et des femmes, en combinaison de plusieurs pays, américains, chinois, chiliens, étendus comme si on les avait déposés là avant de tout quitter. Le temps avait seulement commencé son travail, la rigidité, les visages tirés. Rien de gore, dit Jones, rien de spectaculaire, et c'est précisément ce qui le rendait pire. Ils avancèrent. Les salles se succédaient comme des modules identiques, reliés par des couloirs trop propres. Puis, un escalier descendit sous le sol. Le béton se fit plus humide ou plus dense. Jones ne savait pas dire. Dans le niveau inférieur, ils découvrirent les cages. Il n'y a pas d'autre mot, de très grandes cages, en métal composite, chacune numérotée avec des codes au pochoir. Certaines étaient intactes, vides, alignées comme des lits superposés dans un dortoir sans sommeil. D'autres avaient été détruites, non de l'extérieur, mais de l'intérieur. Les barreaux tordus vers l'extérieur racontaient une force qui avait poussé, encore et encore, jusqu'à céder. Dans une d'elles gisait ce que Jones appela un cadavre de Strider, par convention, faute d'un autre terme. Une masse blanche, allongée, filiforme et pourtant lourde. Le contact du métal avec ce corps semblait avoir produit une sorte de brûlure réciproque, comme si deux matières, refusant de se joindre, s'étaient pourtant frottées longtemps. Les appuis, appelons-les ainsi, présentaient des zones de rupture nettes, comme si la créature s'était brisée en essayant de sortir. Dans une autre cage, plus petite, ils surprirent du mouvement. De petites créatures blanchâtres se nourrissaient de restes humains. Pas des rats, pas des vers, quelque chose d'autre, qui avait pris la fonction des charognards sans en épouser la forme. Au bruit de leurs pas, les petites choses se figèrent net. Jones tire, pas par panique, mais par hygiène mentale. Le bruit claqua, roula, revint. Le silence ensuite fut plus épais. À partir de là, les heures cessèrent de compter. 18 heures, dit-il, parce que c'est ce qu'on lui a dit ensuite. Mais dans le récit, j'entends les minutes s'étirer comme des fils. Salle après salle, ils progressèrent, tirant parfois, se cachant souvent, notant des détails qu'aucun rapport n'écrirait jamais. Un panneau indiquait niveau 3. Une porte portait l'inscription Cryo B. Une fuite invisible gémissait quelque part, haut dans les tubes. Ils trouvèrent des bureaux retournés, des écrans éteints montrant encore le reflet d'hommes disparus. On aurait dit que tout avait été abandonné dans une urgence trop lente, comme si la catastrophe avait eu la politesse de prévenir mais pas la décence d'attendre. 2 hommes de l'équipe tombèrent, pas dans une scène héroïque, pas sous un assaut identifiable. Ils tombèrent parce que quelque chose les avait trouvés avant qu'ils ne la trouvent. Le 3e, blessé, insista pour rester. Ils l'emmenèrent quand même. Au bout d'un couloir qui sentait la poussière froide, ils découvrirent une salle où des réservoirs alignés contenaient encore des fragments d'une matière qui refusait de se laisser définir. Sur un tableau, des notes griffonnées, courbes, température, cycle d'ouverture, calcul. 3 mots revenaient, réveillés par accident. Ils posèrent des charges dans certaines zones, non pour faire sauter le complexe, impossible, mais pour refermer des bouches ouvertes sur le noir. L'explosion fut étouffée, sourde. Ils évacuèrent des scientifiques encore vivants, hagards, incapables de dire d'où venait exactement l'ordre et où il s'était brisé. Lorsqu'ils ressortirent, la lumière du jour leur parut impudique. Le vent avait changé de direction. Sur la colline, la trace d'une grande chose dessinait des intervalles réguliers. Voilà la vraie raison, dit Jones à mon père ce soir-là, dans le dortoir, la patte blanche posée entre eux comme un témoin. L'Antarctique est sévèrement contrôlée non pour sauver l'Antarctique, mais pour nous sauver de l'Antarctique. Quelque chose a été découvert, réveillé sans l'avoir voulu.
On a essayé de le contenir. On a échoué. On a appris à vivre avec l'échec. Mon père ne trouva rien à répondre. Il se surprit à demander si ça pense. Jones haussa les épaules, un geste qui contenait une fatigue sans âge. Je ne sais pas si ça pense. Je sais que ça réagit. Je sais que ça marche. Je sais que ça s'arrête net si tu fais un bruit constant et que ça reprend si tu te tais. Je sais que la glace n'est pas aussi morte qu'on nous l'a appris. Je sais que ce qu'on appelle silence ici n'en est pas un. Il rangea la patte dans le tissu, se leva et se retourna à la porte. Je vous l'ai dit parce que votre métier est de réparer les corps. Le mien, c'est de casser des choses. Et il y a là-bas des choses qu'on ne peut ni réparer, ni casser. On peut juste ne pas les réveiller davantage. Le lendemain, on lui apprit qu'il serait rapatrié plus tôt que prévu. Officiellement pour une réaffectation. Mon père ne posa plus de résistance. Il avait déjà, à défaut de preuves photogéniques, la conviction la plus dure qui soit. Celle qu'on acquiert lorsqu'un homme brisé tient devant vous quelque chose qui n'existe pas et que votre cerveau, malgré lui, trouve cela cohérent. Avant de partir, il glissa dans sa valise les polaroids, quelques copies de documents, le carnet avec les croquis. Il avait décidé de se taire, d'être simplement celui qui, rentré chez lui, boirait un café beaucoup trop chaud et regarderait par la fenêtre un hiver moins agressif. Mais la neige, on le sait trop tard, ne fond pas entièrement quand on la ramène sous la forme de mots. Elle s'évapore, puis retombe. Ailleurs. Si vous avez lu jusqu'ici et que vous pensez que ce n'est que de la fiction, dites-le. Si, au contraire, quelque chose dans ce récit coïncide dangereusement avec ce que vous savez, écrivez-le. Abonnez-vous, partagez, envoyez vos témoignages. Ce que nous avons réveillé ne dort pas, il écoute. Le fil où tout cela avait été déposé, je l'ai relu des dizaines de fois. Je connais les heures des messages, les pauses, les reprises. Je sais à quel moment Sonofinon passe de la voix rapportée à la sienne propre. On dirait qu'il n'en peut plus d'être seulement le fils, qu'il veut être, une fois, celui qui parle à son tour. Il dit qu'il a récupéré le vieux disque dur de son père. Un boîtier lourd, noirci, branche de poussière dans les ventilations. Il parle des difficultés à lire un matériel aussi ancien, des adaptateurs qu'il lui faut, d'un spécialiste à qui il a pris rendez-vous. Il poste la photo d'une plaque de la station McMurdo, retrouvée dans un carton d'objets conservé sans raison, avec des badges et des notes. Il promet, d'ici quelques jours, je vous montre ce qu'il y a dedans. Les commentaires oscillent entre la ferveur et l'agacement. On attend. C'est bidon. Il va disparaître juste au moment crucial. Moi, je guette les micro-détails. Je me surprends à surveiller son usage des majuscules, à sentir dans la manière qu'il a d'annoncer simplement les choses, une forme de lucidité qui prend le temps de respirer entre deux phrases. La veille du rendez-vous, il écrit « Si vous n'entendez plus jamais parler de moi, c'est que je suis parti. Mais s'il y a bien une chose que cet anon fait, c'est tenir ses promesses. » Puis, plus rien. Le compte se tait. Un silence algorithmique s'installe. L'icône reste, mais la voix est partie. Pendant quelques jours, d'autres comptes relayent son fil, la note, le commentent, l'insultent. Très vite, de nouveaux messages apparaissent, non signés, affirmant tout et son contraire. Les polaroids seraient des faux, le carnet une invention, Jones un personnage composite. On ressort des photos de neige où l'on voit exactement ce qu'on veut d'y voir. L'ensemble se brouille à grande vitesse, comme à chaque fois que la réalité présente un angle trop saillant. On le lime à coups de rumeurs jusqu'à ce qu'il devienne inoffensif. Le fil finit verrouillé. Les archives restent, mais personne ne sait pourquoi certains messages ont disparu et pas d'autres. Un utilisateur affirme que la forme noire sur Google Earth a été corrigée. Un autre jure qu'elle est encore visible si l'on sait où chercher. Les liens se brisent. Les nouvelles cartes affichent une tâche plus propre, plus neutre. Je m'imagine des gens, quelque part, s'occupant à lisser le monde une image après l'autre, pour que nos yeux n'accrochent plus. Je me surprends à regarder, certains soirs, de longues traversées de glace sur mon écran. À force, les blancs changent de densité. Certains deviennent creux, d'autres semblent avoir un poids. Je repense à cette phrase du carnet, chaleur, comme si la glace avait une respiration. J'ouvre la fenêtre, l'air qui entre est tiède et porte des odeurs de ville, de pluie. Pourtant, au fond de ma gorge, quelque chose se serre comme si j'avais respiré trop vite un air trop froid. Je relis les tout premiers messages, ceux où l'on riait. Ils ont mal vieilli. On ne rit pas longtemps de ce qu'on ne comprend pas. On le dénigre, on le noie d'explications, on le range dans un dossier déjà vu. Mais le monde, lui, ne se range pas. Il se replie, parfois, comme un animal blessé. Il s'éloigne. Et un jour, il revient marcher dans nos pas. Je repense aux nuits de McMurdo où le vent se taisait. Aux pas lents, espacés, lourds. Je me dis que si j'étais là-bas, maintenant, je collerais mon oreille au sol.
Je chercherai la somme que le mécanicien voulait éviter. Je compterai les secondes entre les appuis. Je noterai la direction. Je n'en parlerai à personne. Je garderai cela contre ma poitrine, un secret chaud comme un polaroid plié. Dans un dernier carnet, que Sonofinon dit avoir feuilleté sans oser trop s'y attarder, il y a une phrase de son père, écrite après son retour aux États-Unis. Elle dit « Rien ne prouve que ce que j'ai vu ait besoin de nous pour continuer, mais tout prouve que nous avons besoin d'oublier pour survivre. » J'ai appris à oublier, à demi seulement. L'autre moitié marche, la nuit, sur un sol que je connais sans l'avoir foulé. Je ferme l'ordinateur. La pièce se vide d'un bruit que je ne savais pas entendre. Dans la rue, le monde continue de se convaincre qu'il est plein. Je pense à Sonofinon, au disque dur peut-être posé sur un établi, au spécialiste qui a ouvert sa boutique un matin, au silence qui a suivi. Je pense aux cages tordues depuis l'intérieur. Je pense aux tubes qui n'étaient pas des abris. Je pense à des créatures qui s'immobilisent au bruit constant et repartent quand on se tait. Alors j'écris ceci, dernier aveu, fragile comme un souffle sur une vitre froide, dans le silence absolu. Quand on éteint l'ordinateur et que la nuit se met à peser, il me semble parfois entendre un pas, puis un autre, lent, profond, espacé, comme si quelque chose ailleurs traversait la neige sans fin en nous comptant. Les Striders marchent peut-être encore, sous la glace, à la mesure d'un monde qui n'est plus le nôtre. Et si nous les avons réveillés par hasard, ce n'est pas un hasard s'ils savent désormais où nous sommes.